tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2023. Meilleurs vœux à tous et on reprend directement donc avec un petit brief. 2 mois après un marché qui a complètement rien fait, si ce n'est des pump and dump à l'intérieur de son petit range. Ici, on avait identifié des niveaux de liquidité intéressantes en haut de range et un petit peu plus au niveau du trou dans le volume profile. Et aujourd'hui, c'est ici que nous sommes en train de buter. Alors, je tenais à faire une vidéo en fin de semaine pour justement avoir un rallye ou non après la news du CPI. Donc, l'inflation à 6,5 sans grand étonnement. On n'a pas, non, le consensus était de 6,5. Donc, on a été ni au-dessus ni en dessous. Et c'est une bonne chose. Si on aurait été au-dessus de 6,5 pour Jérôme Powell, ça aurait été un bon contexte pour accentuer le resserrement monétaire. Donc, ça n'a pas été le cas. Très bien. Le marché l'a bien pris malgré une forte hésitation au niveau de la news. On a bien pris le temps de venir chercher un semblant de plus haut. On est venu liquider tous les acheteurs et par la suite, une fois que le train a été vidé, on a pu mettre en place le petit rallye avec un short squeeze et dorénavant, nous sommes en train de buter dans des niveaux de liquidité. Donc, parfait, l'inflation semble se maintenir, voire elle pourrait régresser dans les semaines, mois qui suivent. Maintenant, donc, les prochains rendez-vous importants, ceci, je pourrais vous l'envoyer, ça m'a été demandé, tradingeconomic.com, je le mettrai en dessous de cette vidéo. Les prochains rendez-vous importants sont bien sûr l'FOMC en fin de mois, le 31 il me semble, et ensuite les décisions de la Fed sur les taux. On voit qu'on pourrait s'attendre encore du 4,5, donc j'attends de voir le consensus et on verra en état ce qui va en être. Mais si on est encore sur du 4,5, on aura vraiment un ralentissement sur la courbe des taux. Et donc, il se pourrait qu'on aurait enfin trouvé un plancher. Qui dit plancher dit qu'on pourrait justement avoir un retracement comme 2019, 2018, 2019, le bottom qui a été soutenu par la smart money. On avait vu, vous vous souvenez, avec un supplies du Tether qui avait explosé et un cote qui avait explosé dans le même laps de temps. Je vais revenir là-dessus. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas encore l'actualité du nouveau cote. Donc, je vais attendre mercredi de la semaine suivante. J'ai hâte de voir si ça a progressé ou non. Normalement, ça devrait augmenter. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors, avant tout ça, je vais juste revenir sur l'exemple. Donc, ici, donc on voit ici des W sur le code. Le code, je rappelle, un contrat est équivaut à 5 Bitcoin. Donc ici, on voit qu'on est passé de à peu près 300 à l'achat à 600, 700, 800. C'est pas grand-chose, mais ça montre qu'il y a un semblant d'intérêt qui, par la suite, s'est avéré vrai et c'est une chose qu'on peut également, pourquoi pas, retrouver dans les prochaines semaines ici. Du moins, ça m'encouragerait à valider le bottom si je vois ça, parce que en état, pour l'instant, c'est pour ça que je dis vraiment ne pas courir au FOMO. On a eu un événement de liquidité ce mercredi avec le CPI, un mouvement qui a été soutenu, on le verra tout à l'heure, par les baleines et par la Smart. Donc ça va être très intéressant à voir. Et dans un autre laps de temps, qui a été poussé par les dérivés qui, eux, ici, n'y croyaient pas. Donc les retails sur les dérivés avaient tendance à plutôt shorter le marché plutôt qu'à le long, ce qui a justement accumulé la liquidité au nord et qui a pu pousser justement cette accélération haussière, ce short squeeze, et tout ça nous a amené sur les niveaux que nous sommes aujourd'hui. Donc on verra par la suite à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Je vais essayer de pas trop m'éloigner du sujet principal. Donc ici, on a pu voir un intérêt sur l'indicateur cote pour le bottom 2018, début 2019. Pourquoi est-ce que je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans les prochaines semaines, prochains mois? Tout simplement parce que sur le Grayscale Premium, on commence à avoir des W. Alors, chose qui ne s'était pas produit depuis un an de bear market. Alors, on le voit ici, hein. Depuis début 2022,
Alors, on a eu des petits semblants de reprise sur le fake out du W. Donc, si je me trompe pas, ici, c'est ça, en début de 2022. Alors, ma collection bug un petit peu. Non, ce n'est pas cette charte. Et par la suite, on peut voir que finalement, on continue de faire des creux et des sommets qui sont vraiment décroissants. D'ailleurs, je vais revenir sur ce point au long de cette vidéo. Donc voilà, je vais peut-être essayer de la découper en plusieurs parties. J'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer pour préparer cette année de 2023 qui, pour moi, devrait être une année de retracement, de réversal, où le marché commence à se retourner pour commencer à retracer. Donc, on n'est pas du tout sur une phase de reprise de bull run, selon moi, mais je pense qu'on a quand même, tout de même des positions sur lesquelles on pourra se hedger pour les personnes qui sont coincées sur certains assets et à profit important pour ceux qui ont du cash de côté. Alors, là où je voulais en venir par rapport à ce discount, donc l'exposition sur le GBTC de Grayscale, qui est un fonds pour les institutions, voire même plutôt un fonds pour les particuliers qui ont de la thune. Voilà, dit plus clairement. Un exemple sur le passé que je voulais vous mettre en avant, alors je vais me remettre en max, et si on peut le voir, donc ici c'est sur le bottom 2018, début 2019. Ici, on peut voir que le discount, donc ici, on était encore en positif. Donc ici, le sentiment, ça montrait qu'il était vraiment, vraiment négatif. Ici, on voit qu'on passe de 9 et très rapidement. Donc le plus bas, il était à 6 et on passe rapidement à 16. Donc au niveau du bottom, on prend un plus 10% en une journée. Donc tout au long du bear market, on se rend compte que c'est décroissant et à aucun moment on voit un plus 10. Jusqu'à donc récemment, où on passe au plus bas de 48 et qu'on passe directement de 46 à plus 38. Et depuis, ça reste relativement croissant et c'est ce qui forme aujourd'hui ce petit W. On voit plus en détail les chiffres journaliers qui sont ici. Qu'est-ce que ça montre finalement? Que ça montre que l'intérêt institutionnel revient. Alors, il ne revient pas des masses, mais selon moi, l'indicateur cote, de par ces chiffres qu'on a ici, devrait donc augmenter. Donc ça, c'est la première chose du côté institutionnel. Ce n'est pas juste un petit rallye. Je vous avais dit dans ma vidéo que pour voir ce rallye, on avait l'intérêt à venir ici, mais que dans ce rallye, on devait trouver des acheteurs. Les acheteurs institutionnels sur le GBTC semblent revenir. C'est une excellente chose. Et il y a une deuxième chose que je voulais vous faire part, c'est du côté du spot. Alors, c'est une information qui m'a été partagée. Je n'ai pas accès à ce contenu. Je n'ai pas cet abonnement. Mais c'est qu'est-ce qui se passe sur spot aussi. Donc, du côté d'institutionnel, GPTC, c'est très bien. On a retrouvé un semblant d'intérêt. Pour l'instant, on verra par la suite s'ils ont raison ou non. Mais sur le spot, on voit ici donc le delta, la pression donc acheteuse ou vendeuse sur le marché spot, donc des véritables BTC, on n'est pas sur des dérivés ici. En orange, on a les portefeuilles faisant des transactions entre 1000 et 10 000 dollars. En bleu, cyan, on a entre 10 000 et 100 000. En bleu turquoise, vert, on a entre 100 000 et 1 million. Donc, chaque transaction équivaut à entre 100 000 et 1 million de dollars. Et en violet, ici, nous commençons à rentrer dans la catégorie des baleines, entre 1 million et 10 millions de dollars par transaction. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que finalement, on peut catégoriser des portefeuilles des moins importants aux plus importants. Et donc, ici, on va plutôt parler de retails. Et ici, on va plutôt parler de baleines. Ce range, vous l'avez remarqué, il s'agit tout simplement de cette petite box que je vais identifier ici. Donc, quelle information est-ce qu'on a juste avec le delta qui catégorise et classifie les portefeuilles, les différents portefeuilles en fonction du montant de la transaction? C'est que les retails, eux, au fur du range, post après l'FTX, la phase FTX, bah,
sont plutôt pessimistes. On a un cours qui augmente petit à petit et on a les retails qui vendent petit à petit. Alors qui augmente, on va plutôt parler de range, on va plutôt dire qu'ils essayent encore de vendre le haut de range et potentiellement acheter le bas de range. Tandis qu'on voit, plus on descend sur les portefeuilles qui finalement dirigent un petit peu ce marché actuellement, on voit qu'ils sont plutôt en phase d'accumulation. On achète les dips. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où je veux en venir. En plus d'avoir un soutien de la smart money à l'instant T, de par les informations qu'on vient de voir sur le GPTC Premium, on a aussi un mouvement de prix qui est accompagné par les baleines sur le spot. Qu'est-ce qui se passe en amont? On a les retails qui essayent de se battre contre ces big boys en contre-tendance. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, je tiens à le souligner, on arrive sur des niveaux de liquidité importants. On peut le voir, on est en RLZ, on a comblé quelques imbalances. J'en ai fait part à certains d'entre vous en privé, je vais y revenir pour mettre tout le monde à jour et surtout on remplit également le petit creux dans la value. Moi, à l'instant T, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on est venu donc combler tous ces imbalances. Ces imbalances sont des niveaux de liquidité qui peuvent être repris par le marché. Vous pouvez le voir un petit peu comme des gaps. Ces mouvements-là sont initiés principalement par les market makers. Les market makers vont initier ce mouvement pour bloquer un maximum de capitaux, mais ce mouvement va engendrer également une liquidité de leur part. Et cette liquidité, une fois qu'elle est bloquée ici, elle est récupérée à 95, 99, 99% des fois. Ces niveaux de liquidité se retrouvent où? Dans les trous des volume profiles. Donc finalement, c'est une confluence d'informations. Mais pour être un petit peu plus précis, je rajoute ces imbalances. Donc vous avez juste à taper price imbalance et vous tombez sur cet indicateur. Alors, j'en avais deux, je vais juste vérifier que c'est le bon. Voilà, bon, c'est pas le bon. Anch FVG. Normalement, vous le trouvez. Donc, oui, c'est bien lui. On pourra y revenir par la suite. Je ferai une stratégie d'achat et de vente sur le BTC ainsi que sur l'Ethereum de manière très complète et on y reviendra sur un laps de temps weekly, voire même monthly. Donc, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle unité de temps. Ça fonctionne très bien. Là où je veux en venir, donc, pour finir, ce que je disais, c'est qu'on arrive sur des niveaux de liquidité importants pour reverse le marché. Donc, il ne faut pas crier victoire trop vite. On a atteint une target finalement qu'on prévoyait ces derniers temps. Et maintenant, le marché il peut très bien faire ça. Il peut très bien faire ça. Alors, pas forcément pour écraser le bottom, hein, on n'y est pas du tout. La tendance pourrait s'inverser aujourd'hui, mais on pourrait très bien revenir en bas de range et commencer à consolider ici. C'est simple, je vais commencer à passer boule quand on va céder ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là? Parce que c'est ce sommet qui a initié un nouveau plus bas. Donc ce sommet-là est pour moi très important. Et par la suite, le niveau qui m'intéressera le plus, ça sera celui-ci. Celui-ci, lui reste également une bonne résistance. Et pour moi, le niveau le plus important, ça sera les niveaux des 32 000, qui peut-être même équivaut au premier arrêt. Alors, je fais ça proche du premier arrêt, mais on verra tout ça sur les niveaux de profit tout à l'heure. Donc, pour moi, pour valider ce bottom, je veux voir des bougies clôturées en dessus de ce niveau-là. Donc, pas juste des mèches. Et si on a une réintégration, c'est très simple. Vous le savez, on aura juste à reprendre notre point Fibo. Imaginons, on a un retracement ici. Alors, je vais juste effacer ça. Je l'ai mal tracé. Mince, je confonds les plateformes à chaque fois. C'est vrai que ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, imaginons, le cours fait ça. Hop, 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 hop. On cède donc au-dessus des 21 300. Ce niveau des 21 300, si nous sommes toujours en bear market, nous ne sommes pas censés le céder. Ce niveau est censé être défendu. Ici, on a une très grosse résistance. Le marché peut très bien se retourner ici. Vous avez fait part des petites bougies de retournement. Pour l'instant, on n'en a pas. Ici, pour avoir une pattern de retournement, il faudrait tout simplement clôturer en dessous de ce niveau-là.
le niveau qui a fait le plus haut, il faudrait avoir une bougie finalement de cette manière-là. Et là, oui, on aurait potentiellement une tendance qui se retourne à court terme. Donc, imaginons dans les prochains jours, prochaines semaines, j'ai hâte de voir le marché qui va s'ouvrir, le marché US lundi après-midi. Si on cède ce week-end, pour moi, ça n'aura pas grand impact. J'ai vraiment envie de voir si c'est suivi par les instituts qui donc, eux, se reposent le week-end. Donc la tendance haussière soit présente, même si on réintègre justement ces niveaux-là, il faudra qu'on maintienne à tout prix ces niveaux de 0,38,2. Sinon, on risque de revenir en RLZ et là, ça va commencer à être dangereux. C'est pas pour autant qu'on va faire ça, mais la tendance haussière n'est pas aussi maintenue que ce qu'on pourrait croire si on aura cédé ce niveau des 0,38,2. Pour avoir une continuation de tendance, les niveaux des 0,38,2, le premier arrêt ne doit pas céder. Et à partir de là, par contre, on aura des points d'entrée qui sont excellents. Donc, soit quelque chose de comme ça, soit finalement une cassure très franche avec un short squeeze qui se prolonge. Maintenant, le sentiment semble se calmer. On a apparemment arrêté de FOMO short. On le voit ici. L'open interest, donc, il s'écrase. On a liquide pas mal de shorts. Mais l'open interest ne reprend pas du vert. Donc ici, il n'y a pas de grosse ouverture qui se crée. Il y a surtout des liquidations, donc des fermetures de shorts forcées au marché qui se créent. Maintenant, ce que j'aimerais voir, ça serait en cas de retracement, un maintien des 0,38,2. Donc que ça se fasse ici ou que ça se fasse plus tard, le 0,38,2 doit être maintenu si nous sommes en tendance haussière, si le BTC a trouvé son bottom. D'ailleurs, en parlant de bottom, je vais revenir sur le prix de production ainsi que sur William R, qui nous donne des informations très pertinentes. Et alors, je vais juste enlever ça. Donc, vous l'aurez compris, en cas de cassure, le niveau des 0,38,2 doit tenir obligatoirement. Et ici, pour ma part, le support majeur se trouve ici. Donc, dès qu'on cède ce niveau-là, ça sera vraiment pas bon pour le Bitcoin. Donc, j'ai une petite alerte en haut et j'ai une petite alerte en bas. Tant qu'à faire, je vais revenir sur les creux et les sommets ascendants. Et donc, comment j'identifie un creux et un support qui est pour moi majeur. Je vais revenir et je vais vous montrer ces exemples. Je fais un petit peu de price action ces derniers temps. C'est quelque chose de très simple que je n'appliquais pas forcément. Donc, je vais vous en faire part tout de suite. On va reprendre la tendance baissière ici, par exemple. Donc, ici, la tendance elle est baissière, tout le monde le voit. On fait des creux et des sommets qui sont descendants. À partir d'ici, on s'en rend facilement compte. À l'instant T, on peut sous-entendre qu'on est dans une phase de pull of top, mais on n'en a en aucun cas l'affirmation tant que la clôture ne s'est pas effectuée. Ici, ce mouvement-là, cette impulsion baissière nous fait un nouveau creux. Donc, pour moi, ici, pour retourner la tendance, il faudrait clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc, ici, on consolide, et ici, on voit un nouveau creux. Donc, finalement, je prends finalement le mouvement initial et je prends son sommet, donc qui se situe ici. J'ai beaucoup tradé avec cet élément supplémentaire de mon côté sur le marché boursier et je me suis rendu compte que quand il y a des mèches, ce n'est pas à prendre en compte. Quand il y a des mèches et quand il y a peut-être même une petite bougie, on peut avoir une réintégration. Par contre, du moment où on a une toute petite acceptation de quelques bougies, que ça soit assez haut ou même que ça soit à ras la résistance, on peut avoir une réintégration, mais dès qu'on a un soutien de marché haussier, on a une reprise de la dynamique haussière. Et c'est là où je vais en venir sur le BTC. C'est qu'à partir du moment, après, bien sûr, c'est pas parce qu'on se retourne qu'on peut pas se retourner. Imaginons, on fait ça, le support majeur, ça va être ça. Si on fait ça, ici, je vais repasser BIR. Mais à l'état, j'ai ce niveau
donc il y a une résistance majeure, du moment où on va la céder, je vais commencer à passer boule. Est-ce que je vais passer boule une fois que cette résistance sera cédée? Non, pas du tout. Pas du tout, je vais attendre une reprise de dynamique, que ce soit dans une reprise de continuation haussière ou que ce soit le retour des acheteurs en cas de retracement. Donc, soit j'attends quelque chose comme ça, j'aurai tout un tas d'informations et je pourrais vous en faire part en temps et en heure, soit en cas de retracement, on maintient le 0,38,2, on retrouve une force acheteuse ou on retrouve une bougie de retournement. Ici, j'aurai quelque chose d'intéressant pour me positionner rationnellement. Alors, donc je vais reprendre les exemples précédents. La vidéo sera un petit peu longue. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à vous faire part dans ce contenu. Donc, bon, tout ça, on va effacer, on n'en a pas besoin. Donc, ici, ce sommet a été maintenu. Ces sommets, pour moi, est-ce qu'ils sont majeurs? Non, ils ne sont pas majeurs parce que ici, on a maintenu ce creux. Donc, finalement, ces sommets ne m'intéressent pas plus que ça. Ne m'intéressent pas plus que ça. Ils ont pas, les personnes qui ont défendu, en quelque sorte, les capitaux, ils ont navigué, la pression vendeuse a navigué, mais la pression vendeuse n'a pas été suffisante pour écraser ce bottom. Donc, ces sommets sont pertinents, mais ne sont pas, pour moi, des résistances qui sont majeures. Celui-ci, pour moi, sera donc une résistance majeure. Si on retourne ici, pour moi, on a un réversal de marché. Ici, on le voit, on a fait des nouveaux plus bas. On ne l'a pas cédé, on ne l'a pas cédé. Ici, on ne fait pas de nouveaux plus bas. Donc ici, ça reste des sommets intéressants, hein. Des gens mettent des stops. Donc, c'est des niveaux de liquidité. Mais les vrais niveaux de liquidité se situent vraiment là où on cède des supports ou des résistances majeures. D'ailleurs, je vous en fais part, une fois qu'on le cède, on a 95% de chances de le retester. C'est pour ça que on voit souvent sur les livres, dans les formations, des pullbacks. Les pullbacks s'effectuent à 95% des fois sur des supports et des résistances majeures que je dessine ici. Et moi, je le joue uniquement sur le premier passage et sur le premier support. C'est-à-dire que ici, le marché, imaginons, il se serait retourné. Hop, 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 hop. Donc ici, ça continue. Ici, en scalping, j'aurais pu jouer très bien ce pullback et avec un taux de réussite qui est extrêmement élevé. Par contre, le suivant ici, hop, étant donné que moi, je suis déjà en tendance haussière et que c'est ce support qui m'indiquait ce changement de dynamique, m'intéresserait un petit peu moins. Donc, vous l'avez compris, si on fait un nouveau plus bas à chaque fois, eh ben c'est ce nouveau sommet qui devient pour moi majeur et qui devient pour moi le plus important dans un premier temps. Alors, donc ici, on fait pas de nouveaux creux. Donc ici, il y a rien de majeur pour moi. Ici, bon, on écrase tout ça. On écrase tout ça. Et pour moi, donc ici, forcément, alors je peux prendre celui-ci comme je peux prendre celui-ci. Ça n'a pas grande importance hein, du moment où on commence à clôturer au-dessus. Généralement, on prend les deux niveaux de liquidité. Ici, on voit qu'on fait un petit rebond. On fait un petit rebond, mais surtout, on fait un nouveau plus bas. Donc ici, on a une nouvelle fois une résistance qui devient majeure en cas de cassure. En cas de cassure. Donc, il y a de très grandes chances qu'on y retrouve. Alors, en scalping, ici, peut-être beaucoup de personnes se seraient fait avoir, ce qui se peut que c'est un pullback qui ne s'effectue pas à l'instant T, mais on peut voir que finalement, c'est un niveau qui a été très fortement retesté, et on voit finalement bah, que même les clôtures ici ont été respectées. Ça a uniquement méché. Mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance pour nous à l'instant T. Donc ici, on voit qu'on a un retournement à partir du moment où une résistance majeure a cédé. Et finalement, c'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui sur le BTC pour valider ce bottom. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, vraiment à court terme, attention, attention, attention. Imaginons le cours s'arrête. Et ici, je vais mettre l'élément pour être plus précis. Le niveau maintenant à maintenir, ça serait les fameux 0,382 qu'on retrouve à peu près sur le niveau des 19 000. Voilà, vous l'aurez remarqué, on a de l'intérêt à pourquoi pas revenir sur ce volume profile. Donc finalement, pourquoi pas faire quelque chose comme ça.
hop, et combler tous les imbalances où on a du business à potentiellement faire. C'est pas une obligation, hein. On peut les laisser ouverts, on peut y revenir plus tard. C'est pas un problème, on n'est pas du tout obligé de le faire tout de suite. Mais si on a ce scénario-là, vous l'avez compris, ça mettrait en péril ce move haussier. Ce move haussier qui est maintenu par les baleines et qui est maintenu également par la Smart, qu'on a vu, ici. On est très loin des zéros, mais le fait de voir le négatif d'augmenter de 10%, ça montre que l'intérêt quand même revient. Je vous montrerai également l'actualisation du cote mercredi prochain, donc dans 5 jours. Maintenant, on va passer juste sur du court terme, du très court terme, euh, pour parler justement de la notion de creux et de sommet ascendant ou descendant, avec cette appellation de support ou de résistance majeure. Donc, sur du court terme, à l'inverse, on a vu des exemples sur le long terme, sur une tendance baissière. Quelle résistance devait céder pour affirmer, de moins renforcer ce sentiment de jeu, ok, le marché se réverse. Et maintenant, bon, sur un exemple un petit peu plus court terme, sur le BTC actuellement, et si on voit que le creux qui a permis de faire un nouveau sommet, c'est celui-ci. Donc sur du court terme, si on ne veut pas voir un marché qui se réverse, ça serait de ne pas clôturer sous les 19 720 dollars. Maintenant, un autre point qui va affirmer pour moi si le bottom a été trouvé, c'est le William R. Donc le William R, pour moi, un excellent indicateur pour savoir quand est-ce qu'on sort du bear market, et également un excellent indicateur pour distinguer la reprise d'un bull run d'un simple retracement. Et ça, c'est excellent, c'est ce qu'il nous faut. En termes de cyclicité, on peut approximativement savoir est-ce que c'est une reprise, est-ce que c'est un simple retracement. Toutes les personnes qui ont vécu au moins un cycle sont relativement expérimentées pour différencier les deux. Mais avec cet indicateur, la tâche est grandement simplifiée. Sans regarder le prix, dès qu'on a une reprise de la réintégration de William R, on a l'information que la pression vendeuse commence à s'estomper. On a l'information qu'une potentielle reprise arrive. Et à l'instant T, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois sur le BTC. Alors, je vais juste aller sur un graphique avec un petit peu plus d'historique. Je vais le mettre en log, on va y voir plus clair. Parce que c'est vrai que j'ai pas backtesté ça sur du plus court terme, sur du plus long terme. Et sur ce bottom-là, exactement la même chose. Donc, on voit qu'on a vraiment eu une tendance, un bear market très accentué. Alors, le bear market, il se peut qu'il ne soit pas encore fini. J'attends la clôture de cette fin de semaine parce que la clôture n'est pas encore validée. On attendra donc le dimanche soir. Mais William R peut très bien feinter. Le marché peut très bien perdre 20%, 30%, 50% en une journée. Il va faire ce qu'il veut. Et le William R va se réadapter et va accentuer son état de survente. Et ça, c'est pas bon. Quand nous sommes encore dans l'état de survente, la tendance reste relativement puissante, que ce soit à la vente ou que ce soit à l'achat. Mais dès qu'on en sort, que ce soit ici avec cette intégration ou que ce soit ici avec cette intégration, cette fois-ci haussière, eh ben, on a, pourquoi pas, un changement de dynamique. Encore faut-il que ça clôture ainsi. Maintenant, la distinction entre une reprise de bull run et un simple retracement va se faire simplement sur les plus hauts et finalement, est-ce que nous sommes dans un état d'enfoncement ou non? Alors, je vais juste revenir d'ailleurs vérifier. Ok. Ok, donc en 2016, 2015, 2016, malheureusement, on a eu finalement un bull run, on a eu une reprise immédiate sans temps d'arrêt avec un retracement et une correction, comme on peut le voir ici. Retracement, correction. Et ça, finalement, ça sera déterminé en quelque sorte par l'état d'enfoncement du William R si cela se reproduit. C'est très bien parce qu'on a deux cas de figure différents. On a un cas de figure où on rentre dans un état de surachat, où nous sommes dans un état d'enfoncement,
On peut avoir donc plus de précision en rajoutant cette moyenne mobile avec les petites structures. Donc à l'instant T, on voit que pour l'instant, c'est intéressant. Maintenant, j'attends quand même la clôture de cette semaine. Hop. Donc ici, on voit clairement la reprise d'un bull run quand William R est en état d'enfoncement, comme ce qu'on peut retrouver ici, et à contrario, le différencier d'une simple reprise avec un rejet de cet enfoncement. Ici, on voit qu'on commence à y pénétrer. Hop. Depuis qu'on y pénètre, finalement, on y reste. Ici, on n'en sort pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, pour cette année 2023, je m'attends à quelque chose de similaire. Donc, un cours qui, pourquoi pas, commence à faire sa vie, hein. Alors, ça peut très bien être au premier arrêt, ça peut très bien être sur ces niveaux de zone de rechargement. Et pour moi, commencer à retracer avec une EMA de notre William R qui fait quelque chose finalement comme ça. Pourquoi pas? Avec une reprise par la suite. Donc voilà, William R pour moi très intéressant et j'en profite donc pour revenir également sur le hash rate et sur le prix de production par Bitcoin miné. Ok, super. Pour rappel, Bitcoin production cost n'est qu'une moyenne qui détermine le prix de production à l'instant T des mineurs qui se trouvent partout dans le monde. Donc en fonction de la localisation, en fonction de plein d'autres critères, cette moyenne-là varie énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin fait partie des assets qui possèdent un prix de production et donc on a ce net avantage de savoir à peu près quelle est sa valeur réelle. Alors, c'est bizarre que je trouve ça aussi plat, mais quoi qu'il en soit, le prix de production équivaut à peu près entre 20 000 et 12 000 en moyenne. Il y en a qui le payent plus cher, bon, eux ont débranché depuis longtemps, et il y en a, je tiens à le dire, qui en minent pour moins cher. Je vais rajouter une charte hashrate, hop, le petit hashrate Bitcoin. Je vais quand même essayer de retrouver un autre indicateur parce que on a des variations qui sont beaucoup plus importantes et qui dépendent justement de ce hash rate. Et ce hash rate dépend de quoi? Dépend des mineurs qui sont branchés ou débranchés. Donc il se peut qu'une firme de minage arrive, elle achète des milliers d'ASICs, le hash rate va exploser. Et le prix de production va augmenter. Et c'est une notion importante, c'est qu'en cas de démocratisation du Bitcoin encore plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui, on se retrouver avec des mineurs bien plus importants en nombre aujourd'hui. Donc la difficulté du minage, elle, sera bien plus importante avec, il ne faut pas l'oublier, un halving pour 2024. Donc ici, pareil, hein, c'est un événement de liquidité. Qui dit halving ne dit pas forcément bull run. Je vois à chaque fois cette erreur. Euh, ça veut pas dire bull run. Il faut des acheteurs pour qu'il y ait un bull run. Ce que ça veut dire, par contre, mince, je me trompais de graphique. Hop, en juin 2024. Ça veut simplement dire que la difficulté de minage, que je peux pas aller, bon, je la mets en mai. La difficulté de minage va augmenter par 2, sans prendre en compte le hash rate. Donc, sans prendre en compte les nouveaux adhérents de mineurs, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que finalement, le prix pour 2024 peut très facilement se rapprocher du prix qu'on connaît actuellement, fois 2. Donc, grosso modo, 20 000 fois 2, on peut très facilement se retrouver à 40 000 dollars. et ça, c'est sans prendre en compte que ça se démocratise, sans prendre en compte qu'il y a une nouvelle firme qui se connecte au réseau général du Bitcoin, et donc sans prendre en compte que le hash rate va augmenter. Maintenant, ça peut s'effectuer dans ce sens, puis ça peut s'effectuer dans l'autre sens. On a un hash rate qui s'écroule, personne ne s'intéresse à cette technologie. Halving, pas halving, il n'y aura pas de bull run. Mais en état, je suis plutôt optimiste, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas mon avis qui nous intéresse actuellement. Tout ça pour dire qu'en prenant du recul, que le bottom soit fait aujourd'hui ou non, je vais reprendre ça. Hop, ça pour dire que bottom, pas bottom, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit le marché qui a retracé, on voit que nous sommes dans le coût de production du Bitcoin et nous sommes en train de voir un potentiel
W weekly qui est en train de se former. Alors, on voit plus le code production parce qu'il fonctionne uniquement quand le graphique est en daily. Donc, il n'y a pas, y a pas 10 000 questions à se poser pour le long terme. Pour le long terme. Pour le long terme, c'est très simple. W weekly sur des niveaux de coût de production en RLZ avec une potentielle target de par le prix de production au minima aux alentours de 40 000 dollars pour mi-2024, bah, ça reste intéressant que le bottom soit trouvé ici ou non. Maintenant, le halving, n'oubliez pas, ça reste un événement de liquidité. Donc, à chaque fois, hein, c'est comme pour ici. Est-ce qu'on va casser la résistance? Est-ce que je vais acheter? Non, on attend un retracement, on attend une continuation de tendance haussière, on attend des signaux qui vont confirmer ce réversal. Parce qu'on peut se retourner ici, très bien, mais on peut aussitôt se retourner dans l'autre sens en écrasant des supports majeurs. Et là, bah, finalement, le travail aura été effectué pour rien. Le halving, c'est exactement la même chose. C'est un événement de liquidité. Donc, on peut très bien s'attendre à quelque chose comme ça, finalement. On peut s'attendre à quelque chose comme ça. Hop, on se rapproche du halving, et là, bam. Euh, bon, peu importe. On n'y est pas du tout. Mais je voulais voilà, revenir sur le prix de production et accentuer le fait que nous sommes en train de former un W weekly potentiel sur les niveaux de prix de production du Bitcoin en RLZ, donc des niveaux intéressants d'achat pour un actif qui continue d'être croissant sur le long terme. Voilà pour ça, je regarde juste mes notes. Oui, je voulais revenir également sur le sentiment global du marché. Une phrase que j'aime bien, quand le marché ne réagit pas à des news bearish, c'est qu'il est en train de se retourner. Les news bearish post-FTX, bon, déjà, on n'est pas censé réintégrer, ça vous le savez depuis longtemps. Donc, si on casse tout ça, ça va être très intéressant. Mais on a eu la suite des dominos à l'issue de ça, avec notamment l'affaire de Gemini Genesis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas des c'est pas des news bullish. Encore pire, on a Silvergate. Silvergate, c'est une banque qui va apporter la liquidité à Coinbase, qui va backer l'USDC. L'USDC, donc, qui est mis en circulation par la société Circle. Et donc Silvergate, aujourd'hui, ils sont en perte de plusieurs milliards, 7-8 milliards, ils sont en train de faire faillite. Donc s'ils font faillite, Coinbase s'écroule de par son USDC, Circle, bien entendu, s'écroule, la moitié de la DeFi s'écroule, et le marché, qu'est-ce qu'il a fait, le marché? Le marché, il a fait un short squeeze. Il n'a pas juste fait un short squeeze. On a eu de l'intérêt institutionnel. On a eu l'intérêt institutionnel qui est revenu. On a, comme on a vu, dernière fois que je le montre, je vais le fermer, les baleines à hauteur de 1 million, 10 millions qui soutiennent le marché. Pour moi, ça, c'est boule. Le sentiment a été très bearish. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il évolue. Sur order flow, ça ne FOMO toujours pas, toujours des shorts qui se font liquider. Donc, le prochain mood, parce que là, nous sommes dans une localisation qui est très importante pour la suite. Nous sommes sur des niveaux de liquidité où le marché peut se reverser. Peut-être que le marché va vouloir ranger pour accumuler un maximum de long et un maximum de short. Et une fois qu'on en a suffisamment, il va prendre sa direction. Là où il y aura de la réaction à définir, maintenant que nous avons atteint le niveau qui nous intéressait, ça va être en cas de pullback, comment va réagir le marché si on revient sur ces niveaux de prix, par exemple. Est-ce que ça va FOMO? Est-ce que au contraire ça va shorter? Si ici ça short, il y a de grandes chances qu'on casse tout ça. Et un bottom de marché s'effectue via un short squeeze. Chaque bottom de marché est initié par un short squeeze qui est encouragé par les institutions et par les baleines sur spot. Pour l'instant, c'est ce qu'on retrouve. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, est-ce que ça va rester ainsi ou pas? Ça va être la chose à déterminer dans le futur proche. Alors maintenant qu'on a vu un point un petit peu plus global autour du Bitcoin, autour du sentiment, on a vu un petit point autour des dérivés, l'intérêt institutionnel. Donc pour rappel, sur Cote, on attend les actualités pour la semaine prochaine, le mercredi. On avait fait un point sur la macro il y a de cela 2 mois sur ma précédente vidéo où on était dans un niveau clé, dans une phase d'indécision sur le marché, que ce soit pour
le dollar qui était tout pile sur son premier arrêt. On voit qu'il est en train de s'écraser, le dollar. Alors, c'est une très bonne chose, hein, c'est ce qui permet d'avoir, je pense, ce petit rallye sur les Riscon et notamment le BTC, mais pas que. Il y a beaucoup d'assets, beaucoup de secteurs qui sont en train de pump aujourd'hui. Maintenant, sur le dollar, vigilance un petit peu tout de même. Vigilance. On n'a pas eu de forte hésitation ici. On n'a pas eu de rebond. On peut s'attendre à un rebond. Qui plus est, nous sommes sur le retest de sur ces grosses structures trimestrielles. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien sur ça. Maintenant, si je viens donc en daily, si je devais identifier un sommet majeur, il est tout simplement ici. Donc, tant qu'on ne cède pas ce niveau-là, le dollar pourrait continuer à s'écraser et pourquoi pas revenir en RLZ, même si personnellement, je m'attends tout de même à un rebond. Alors, je vais juste rajouter, pourquoi pas le RSI, voir un petit peu si ça commence à diverger ou non sur ces niveaux. Non, 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 non. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Le momentum est toujours extrêmement pire de par cette phase qu'on avait identifiée comme potentiel sommet de marché. Pour l'instant, on n'a aucune faiblesse de par le momentum sur le dollar. Donc ça, c'est une excellente chose. Pourquoi pas écraser encore davantage tout ça, même si à un moment donné, forcément, il y aura un rebond. Et c'est dans ce rebond-là qu'il faudra identifier ou pas une reprise du dollar. Tant que ce n'est pas le cas, le BTC et les Riscon, eux, pourront pousser encore. Donc, bon, le dollar, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est très bien ce qu'on voit là. L'or, l'argent ont cédé leur premier arrêt depuis qu'on a eu le brief il y a 2 mois. Le pétrole avait un petit peu de retard. On le retrouve dorénavant sur le premier arrêt. À voir s'il va céder ou non. Moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est le Nasdaq ainsi que le S&P 500. Le marché BTC est encore très corrélé au marché boursier. Donc, hop, d'ailleurs ici, depuis qu'on a cédé ce niveau, ça commence à devenir assez intéressant. Maintenant, pour moi, le gros niveau sur le Nasdaq, ça serait celui-ci et celui-ci. Hop. À l'instant T, moi, c'est vraiment le S&P 500 qui va m'intéresser. On se retrouve en daily, donc on était quelque part par là. On était quelque part par là. Et on s'est fait rejeter de la trendline. On s'est fait rejeter du premier arrêt. Mais qu'est-ce qu'on retrouve des W juste après. Donc, on n'est pas censé voir des W, mais là, surtout, le point intéressant, c'est qu'on est en train de retester cette méga trendline. Plus on va toucher cette trendline, plus elle va se fragiliser de par le nombre de stop loss qui va se retrouver derrière. Plus on touche cette trendline, plus il y a des gens qui vont la voir, et plus elle sera interprétée comme quelque chose d'infranchissable. Pour moi, cette trendline, forcément, sera cassée tôt ou tard. C'est comme, voyez-le comme du fromage, plus on vient toucher la trendline, plus il y a des souris qui mangent le fromage et plus ça laisse des trous. Et à un moment donné, il n'en restera rien et ça va passer comme dans du beurre. Donc ici, vraiment pour retourner cette tendance, il y avait ici une résistance majeure qu'on a cédé, on a eu le pullback et depuis on a structuré des W sur ces niveaux-là. Pour moi, le prochain niveau qui est très pertinent, ça sera celui-ci. Celui-là reste majeur, celui-là reste intéressant, mais le plus important vraiment se situe sur les niveaux des 4322. Et si on a donc, comme on l'a vu de par les news, si les taux d'intérêt de la Fed se stabilisent au niveau des 4,5, voire même régressent à 4 dans les prochains mois, comme vous l'avez vu, le S&P 500 sera mature pour mettre en place un retracement pour 2023 avec une macro qui continue de puer. Je vous le dis très clairement, on est toujours en QT, on n'injecte pas d'argent, et c'est justement ça qui peut permettre un retracement qui peut choquer, bouleverser un petit peu les esprits jusqu'à que les gens finissent par y croire et voir un marché qui se réverse avec la récession qui nous pend au nez, comme je vous avais fait part dans la vidéo précédente. Donc, si ça n'a pas été vu, prenez le temps vraiment de la regarder. Je m'attends vraiment à un gros mouvement comme ça. Alors, ça peut être, le mouvement aussi peut être plus important, hein. On peut même faire de nouveaux sommets, mais il faut que ça soit très vif. Je m'attends à une récession Q3 2023, début 2024. Mais bon, on aura le temps. On aura le temps, on aura le temps d'identifier tout ça. Ça peut être un rebond uniquement sur le premier arrêt, se faire rejeter. Et puis c'est tout, on n'en parle pas. Donc là, je suis sur le Nasdaq.
mais c'est exactement la même chose pour notre cher SP500. Donc juste, je vais revenir sur le précédent. Quand je dis que la macro elle pue et qu'on est en QE, c'est parce qu'on est en QE qu'on peut pas avoir un retracement sur la totalité du marché pour choquer vraiment tout le monde, capturer un maximum de personnes et se retourner. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu courant 2019. Ici, nous étions en QE. Ici, la macro, elle pue la macro. Est-ce qu'on a injecté de l'argent ici? Non, 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 on n'injectait pas du tout d'argent. Je vais vous montrer ça plus en détail si je pense que ça vous intéresse. Ici, donc, on a notre plafond. Pendant le plafond, le SP500, il en a profité pour exploser. Il a même fait des nouveaux sommets. Il a fait des nouveaux sommets alors que nous étions en QT. Nous n'étions pas en QE, nous étions en QT. Donc ici, on n'était pas dans une optique où l'argent coule à flot et on injecte comme pas possible, où on imprime pour injecter sur les marchés comme pas possible. Non, ici, le net liquidité était flasque, un petit peu comme aujourd'hui, même si aujourd'hui il est plutôt même décroissant, mais on était encore sur un resserrement quantitatif, on était encore sur un resserrement monétaire. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, une phase macro ne veut pas forcément dire que le marché ne peut pas exploser, enfin, ne peut pas exploser, ne peut pas avoir une phase de retracement. Et c'est un petit peu ce que j'attends pour cette année 2023. Donc, voilà pour ça. Si on est rejeté ici du SP500, tant pis, tant pis, tant pis. Pour moi, ici, ce n'est pas un support majeur pour que le marché se reverse. Ici, pour que le marché se reverse, il ne faudrait surtout pas céder ce niveau-là. Et ensuite, malheureusement, le dernier palier, avant vraiment une accentuation baissière, se trouve ici. Tant que ces niveaux tiennent, bah, pour moi, le SP500 a ses chances de se casser cette résistance et de pousser, pourquoi pas, un petit peu plus loin jusqu'au au moins le premier arrêt, puis la zone de rechargement, et on verra par la suite. Ce qui pourrait être une bonne chose pour le SP, pour le BTC qui est encore corrélé. Et donc, si on a notre plafond, si on a atteint un plafond sur les taux, comme on peut le voir, on va suivre tout ça ensemble. Bah, c'est pas déconnant d'envisager ce scénario. C'est exactement la même chose qui s'est déroulé en 2019 sur notre précédent plateau. Et dès que ça commence à chuter, là, on se rapproche du crash. Donc, pour la récession qu'on attend, pour rappel, les taux 3 mois et les taux 30 ans sont inversés. Et donc, on est à deux doigts vraiment d'un crash qui peut se produire il peut se produire demain s'il en a envie, hein. Mais pour moi, il y a plus d'intérêt de bloquer un maximum de personnes en faisant croire que ça repart, plutôt que de le mettre en place aujourd'hui quand le sentiment est grosso modo bearish. Et d'ailleurs, je vais actualiser ça pour ne pas vous dire de bêtises. Alors malheureusement, ici, ça bug. Bon, tant pis. Sur le marché crypto, on peut voir qu'on revient un petit peu dans un sentiment qui est un petit peu bull. Ça, c'est dû notamment aux altcoins. Ici, on le voit, l'indice des altcoins, le funding des altcoins commence à devenir un petit peu bullish. Donc, le BTC pourrait même retracer, même si on ne met pas de l'effet long sur le Bitcoin, mais pourrait retracer pour aller liquider du long sur les altcoins. Et donc, on voit ces corrélations hein, du funding ici qui repasse positif. On le revoit ici sur le aggregate Predicate Funding Rate global avec cette poussée haussière. Donc attention, vraiment à court terme, on peut avoir un retracement et c'est pendant ce retracement qu'on aura la certitude ou pas d'une réintégration ou d'une poursuite haussière qui nous validera ce bottom. Donc voilà, malheureusement sur les altcoins, ça veut faire de la thune, ça veut faire de la thune sur les altcoins et je pense qu'on ira les punir à court terme et ce qui sera fait à l'issue sera très pertinent pour nous. Je pense vous envoyer également cette charte, parce que si vous voyez sur l'interface de base sur CoinAnalyse, si je regarde le funding, je n'ai pas le funding global des altcoins. Donc une fois que vous êtes ici, hop, pour ne pas mettre le BTC, vous avez juste à l'exclure. Ah mince, j'avais pas exclu. Donc voilà, j'ai exclu le BTC et on voit que le funding reste positif. Et bon, je vous enverrai ça, mais c'est intéressant de checker ça. C'est intéressant de checker ça. On peut voir que à chaque fois qu'on est resté un tout petit peu en positif, on a été puni juste derrière. Donc voilà. Sur ce précédent W, même
cas de figure et sur la phase du bull run, bien entendu. Alors, petite vidéo terminée, je vous en fais une autre dans la foulée où on va rentrer beaucoup plus en détail dans l'analyse technique avec une gestion du risque également appropriée. Donc, on verra les points d'entrée sur le BTC, les points de sortie, les points d'entrée sur l'Ethereum avec les points de sortie, avec différentes agressivités. Donc, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de chacun. Et par la suite, on verra également une liste d'altcoins que je vous ai préparée avec différents secteurs les plus prometteurs pour 2023. Si le BTC ne se retourne pas, s'il se retourne, tant pis, on verra tout ça avec la gestion du risque. Et je vous dis à tout de suite.